Merci, docteur Marie-Louise, merci Bernard, docteur Bernard. C'est un grand, grand plaisir pour moi d'être parmi mes amis libanais et francophones. Tout le monde ici est très cher à mon cœur et depuis longtemps. C'est vrai que j'ai choisi ce sujet parce que je suis dans la région de l'Est Méditerranée. J'ai vu à travers ma pratique de tous les jours que nous avons le savoir, mais l'application manque, je voulais dire, l'éducation vraiment des patients et la communication entre nous, les infirmières et les étudiants, le primary care, c'est-à-dire les soins de santé primaire, n'était pas du tout prioritisée alors qu'elle est importante. Donc nous sommes quand même dans une région de grande culture, d'un passé très particulier. Et comme disait un opposant syrien l'autre jour à la télévision, le premier alphabet était chez nous par les Phéniciens, comme disait hier Bernard, et l'alphabet c'est la communication. Donc nous sommes des peuples de communication. Donc, nous allons essayer de voir ce que la littérature médicale, les 10 derniers jours, les 20 derniers jours, a avancé sur l'importance de la communication pour réussir les soins de nos malades. Nous avons fait médecine, nous avons passé toute notre jeunesse, nous sommes respectés par la société parce qu'on est médecin, etc., etc. Nous voulons avoir les meilleurs résultats des soins vis-à-vis de cet individu qui est le patient. C'est lui qui est important, ce n'est pas nous, les docteurs, qui sont importants. Finalement, je voulais dire. Bon. Le dernier rapport de l'OMS, vous le connaissez tous. 50% de morts annuelles globalement est dû aux maladies non transmissibles. Dans la région Méditerranée, le plus haut est en Afghanistan, 63,2% chez les hommes, et le moins haut c'est au Liban, 17,4% chez les femmes. Il y a aussi, on appelle burden of non-communicable disease, 60% du coût et, je voulais dire, de malheur social est dû aux maladies non transmissibles dans le monde. Le BPCO est le 6e cause de mortalité. Et si nous ne faisons pas attention, en 220, elle sera le 3e selon le rapport de l'OMS. C'est pour ça qu'on se donne la permission de nous intéresser à cette maladie sur le plan de santé publique. Quels sont, je voulais dire, comment on peut améliorer la communication pour améliorer les soins? Vous êtes en Europe, docteur Bernard, et les autres, vous avez des curriculums très fournis. Quand vous faites vos cours, vous ne pensez pas medical knowledge, vous ne pensez pas au curriculum, vous ne pensez pas au training, parce que vous le faites automatiquement. Mais n'essayez pas d'introduire ça comme ça dans les autres pays. Dans nos pays, il y a d'abord les connaissances médicales, curriculum et éducation continue. Deuxièmement, l'éducation de patients, tout en tenant compte des facteurs culturels. Troisièmement, le travail en team. Dans nos régions, nous sommes tous occupés par la médecine privée. Et je pense que plus on introduit, docteur Georges et les autres, le travail en team, plus on aura, on aura de bons résultats. La communauté doit être, disons, introduite dans les soins et avec les organisations non gouvernementales. Des programmes nationaux serviront. Il y a des barrières et des difficultés. Et puis j'ai essayé de dire, je voulais dire d'anticiper à la réunion de demain, what we expect from, qu'est-ce que nous attendons de l'Union méditerranéenne de pathologie thoracique si vraiment nous voulons que ce soit, que ça continue comme il a commencé. Je voulais dire, continuer à donner nos services. Le premier, medical knowledge. Le curriculum, c'est très important de faire le diagnostic précoce de PPCO et d'éduquer les patients. Je voulais dire parce qu'au début, ils répondent au traitement. Et après, plus ils avancent, moins on a des résultats par les traitements. Il tousse, il crache, il a plus de 40 ans, il est fumeur, il a dyspnée, tout de suite spirométrie. Et continuing medical education pour les infirmières, les médecins primaires,
Et pour les pharmaciens, c'est très important. Nous avons, pour être un peu scientifique, nous avons introduit un travail de Global Alliance Against Chronic Respiratory Disease, WHO. C'est une organisation où il y a toutes nos sociétés dedans. Nous avons pris en série 22 centres en 2010, avant les événements. Nous avons réussi à recruter 1599 malades après avoir exclu ceux qui ne sont pas bons. 51% sont des femmes, médiane d'âge 30-87, c'était le plus de 6 ans. 73% dans les dispensaires de santé primaire, 19% dans les salles d'urgence. Nous avons mis les salles d'urgence parce que dans les pays en développement, beaucoup de malades sont soignés seulement dans les salles d'urgence, donc c'est considéré comme primary care aussi. Et 7% dans les cliniques des hôpitaux, les cliniques de médecine générale des hôpitaux. C'est surprenant de voir qu'il y a 30% des illettrés, donc nous devons tenir compte de ça. Obésité en 14%, 23% qui fument, donc 4,7% de 6 à 20 ans qui fument le narguilé. Donc oui, il y a des symptômes respiratoires dans 35% des cas. Il y a diminution de VUMS dans 36% de cas, réversibilité en 28% de cas. FEV1, c'est-à-dire VUMS à la vital capacité forcée, moins de 70%, dans 60,67%. Vous m'avez dit de faire les slides en anglais, c'est difficile. Chez les femmes, c'est dans 15%. Quand le docteur a reporté les résultats, c'était seulement 3,3% atteints de PPCO. Donc, ça veut dire que ces docteurs-là ne sont pas vraiment très connaissants de diagnostic de BPCO. Deuxièmement, 84% étaient traités par les corticoïdes inhalés et 64% par les corticoïdes oraux. Donc, ceci prouve que vraiment nous avons besoin d'améliorer le curriculum d'un côté et l'éducation médicale continue des médecins, infirmières, pharmaciens aussi. Ah, je reviens vers l'arrière, pardon. Ça suffit. Medical evaluation, the need, ok. C'est très important la spirométrie, vous le savez, c'est moi quand j'étais jeune. La composante 2, c'est éduquer les patients. En consultation médicale, dans la communauté, par les NGOs, où il faut un travail de groupe et plusieurs secteurs ensemble. Le goal, j'ai pris ça à Nadia Khaled de l'Union, nous voulons que le patient adhère au traitement et nous voulons que lui-même soit capable de modifier son traitement. Pour arriver à ça, il faut savoir que c'est une maladie à vie, que la technique d'inhalation, qu'il y a des facteurs de risque, réhabilitation, exacerbation, considérer les facteurs culturels et les littératies, évaluer régulièrement, c'est très important. Ici, c'est écrit par Martin Battridge et je ne sais pas qui dans le journal de Non-Communicable Disease. Vous, en Europe, en Amérique, vous avez des immigrants et vous avez des consultations multiculturelles. Donc, ils disent qu'ils ont trouvé que c'était important pour les Européens et les Américains d'être un peu instruits comment comprendre la psychologie de ces gens pour faire une bonne consultation de maladies chroniques. Il faut qu'il y soit un partnership. Et partnership, ça veut dire comprendre l'autre. Donc, c'est important à mettre comme ça, essayer à penser à ça. Ici, il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, d'accord. Qui fait ça? C'est les familles, le docteur et les infirmières. Il faut écouter, il faut informer, technique d'inhalation. Ça crée un partnership, disons une collaboration entre les médecins et les malades. Et comme ça, elles vont prendre le traitement tous les jours et adapter leur traitement. Le groupe, traiter en groupe, n'exclut pas l'individualisation de médecine. Vous savez, le 21e siècle, c'est personalized medicine. Chaque malade doit être éduqué en plus que l'éducation en groupe.
Rôle du pharmacien, il y a un travail qui a été fait en Australie qui dit que si le pharmacien éduque, les résultats sur les soins sont meilleurs. Et en France, c'est introduit maintenant dans le système français de soins. C'était M. Gonzalez qui a mis ça sur le website Info-Respiration que vous envoyez je ne sais pas tous les combien. Nous avons fait un survey sur l'inhalation. C'est vraiment étonnant. Dans les banlieues, sur 2000 patients, il y a 5% qui ont appris comment prendre l'inhalation. Ils l'avalent. Les nurses ne savent pas, les médecins traitants ne montrent pas aux malades, même les spécialistes. Et les pharmaciens ne sont pas du tout là. Ça, je parle de la Syrie, le banlieue de l'attaquer. Je ne parle pas de l'autre. Mais je pense que c'est un peu partout. Maintenant, on dit que c'est multiculturel. Quand il y a le ramadan, moi j'étais en France pendant le ramadan à Longjumeau, tous les travailleurs musulmans laissaient leur traitement. Alors que ce n'est pas important parce que c'est les médicaments qui sont pris 2 fois par jour à l'aube et 2 fois par jour, à l'aube et je voulais dire à sunset and sunrise. Donc, c'est le moment d'éduquer vos patients musulmans, d'essayer de les rendre moins fanatiques, d'essayer de leur dire, mais ne prenez pas la vie comme ça, c'est simple, c'est facile, il faut... Disons, c'est un moment de leur dire aussi, ne pas fumer, parce qu'on ne fume pas du matin jusqu'au soir. C'est dans le surah de Al-Baqarah, dans le Coran, quand vous êtes malade, ne jeûnez pas, quand vous êtes au travail, quand vous partez. C'est un moment de lutter contre le fanatisme vis-à-vis de nos patients. Ici, les facteurs culturels, voilà, c'est Ala ad-Din wal-Fanous al-Sahri, parce que chez nous, ils ont peur d'être addictifs à l'inhale ostré, que le bébé ne grandit pas, etc. Donc, c'est un héros fablique, comme La Fontaine, je voulais dire. Ala ad-Din est le magique lampe qui dit, si vous prenez ça, vous allez respirer mieux. Essayez d'introduire un peu la culture locale dans notre éducation. Les photos, parce que les gens sont illettrés, il faut mettre des photos, il faut leur dire, voilà, le spray n'entre pas dans le sang, contrairement aux autres. Essayez de manipuler. Là, il faut leur montrer comment les cigarettes rendent les poumons noirs, et comment c'est là un cancer. Et on peut essayer de leur montrer la cobre de Fletcher à un péto, comment il meurt. On peut essayer. Teamwork, c'est dans notre hôpital. Pourquoi? L'infirmière peut aider. Ici, c'était le centre d'excellence d'Angleterre, Douai. Il y a là-bas, dans le musée, le tombeau de Jeanne d'Arc, parce que c'est limitrophe à la France. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous êtes allé. C'est l'infirmière, ce sont des infirmières prescripteurs, dans une certaine limite. Et c'était fait que ça améliorait les résultats des soins. Donc l'infirmière, dans tous les pays d'Europe, j'ai remarqué, sait comment faire le pic flow et comment on prend le spray. En Syrie, non, je ne sais pas comment en Liban, je ne sais pas comment en Roumanie. Il faut faire ça. Le malade qui fait partie du groupe qui dit, si j'avais pris l'inhaler, je ne serais pas Cushing. Donc, c'est ça. C'était dans l'American College of Chest Physicians, ils disent, pour avoir de meilleurs résultats, il faut changer le curriculum training and message to patient of core skills from guidelines. C'est le résultat, je voulais dire, le summary de ce que je... component for community including UN 67 Assembly 2012 recommande d'introduire les maladies non transmissibles dans la communauté, par les organisations non gouvernementales, par le multisectarisme. Nous allons donner quelques exemples. L'European Fédération d'Allergie et Airway Disease, ils ont fait représentation des patients dans la politique de l'Union européenne, dans les guidelines et dans la recherche. J'ai vu moi une fois, la recherche va être faite dans l'Est. Il y a 2 malades qui sont là pour donner leur avis quand c'est un travail européen. Je ne sais pas si c'est dans toute l'Europe, mais c'est au niveau de décision européenne. Je ne sais pas, je ne suis pas tout à fait européenne. Là, c'est aussi, ils ont fait un projet Promoting Awareness for COPD, for Allergy, et harmoniser l'oxygène. Il y a un prime de prise d'oxygène qui est différente d'un pays à l'autre, et donner l'oxygène gratuit dans les avions. Il y a aussi l'International COPD Coalition. Je suis co-chair dans cette organisation. C'est une très petite organisation, Georges connaît aussi. C'est un peu website plus qu'autre chose.
Nous avons fait un kit de matériel éducatif pour les patients arabes et nous l'avons mis en 3 langues, arabe, français et anglais. C'est sur le website. Le Ala ad-Din fait partie. Maintenant, nous sommes en train de faire un travail sur les organisations de patients. Est-ce qu'il y a une éducation, le curriculum dans 20% des pays de voie du monde, il y a l'éducation pour les malades dans le curriculum. C'est très peu. Pourquoi? Parce que les professeurs ne sont pas formés pour, il n'y a pas d'éducation continue, nous ne sommes pas informés. Il n'y a pas, les professeurs sont de old date et ne sont pas au courant. Communication disease, communicable disease sont prioritaires, etc., etc. Où est-ce qu'il y a l'éducation? Dans les pays de tiers-monde, c'est plutôt dans le social gathering, alors que dans les pays développés, c'est dans les écoles, dans les industries, etc. Pourquoi il n'y a pas d'organisation de patients? Parce qu'il n'y a pas d'argent, parce qu'il n'y a pas le sens de l'autonomie chez le patient, parce que le gouvernement ne tient pas compte. Et là, je voulais vous montrer une malade italienne, celle-là, Marie Adelaide Franchi. Peut-être vous l'avez vue quand vous étiez à Rome. Elle est morte, mais elle venait au congrès sur la chaise roulante et l'oxygène dans le nez. Et voilà, c'est elle, grâce à elle, que l'Union européenne a donné place aux malades. Donc, je voulais dire quand même, je voulais montrer quand même les malades sont là. Voilà. Vous connaissez d'autres personnes, mais ce n'est pas pour eux que j'ai présenté, mais je n'ai pas pu faire autrement. Tout le monde, tous ces gens-là ont travaillé pour la médecine, n'est-ce pas? National Programs est très important, les audits, Practical Approach to Lung Health de l'OMS, GARD, World COPD, PEN, WHO, SPLF, ETER, tout ça c'est des exemples très intéressants de travail. L'audit, nous avons fait un audit dans les hôpitaux, 51% de COPD sont traités en urgence, 30% par les spécialistes, 9% dans les dispensaires. Les médicaments sont d'urgence, il n'y a pas de médicaments de long terme, pas adhérence au GOLD, 5% des cas. C'était un travail de thèse. Il n'y a pas de référence. C'était fait depuis 3 ans. C'est beaucoup mieux maintenant. Auditing Practice Emergency Room, nous avons fait comme une forme pour les étudiants de spécialité qu'ils remplissent et qu'on corrige. Et ça a beaucoup amélioré la connaissance des étudiants. GOLD. Si c'est l'éducation thérapeutique laitière, vous voyez, en France, il y a le projet BPCO, pas de réduction des exacerbations par le plan d'action, tandis que M. Nicolas Roche a fait 5 séances d'éducation pour les malades COPD et ça a donné des bons résultats sur l'adhérence au traitement, et sur l'activité physique et sur... enfin, ça a été bien, quoi. C'est-à-dire, vous prenez le temps d'éduquer le patient, vous obtenez 5 fois de suite, il faut de temps, et vous obtenez des bons résultats. Le PAL en série, c'est WHO, Tunisie, Jordan, Soudan, etc. Le PEN, c'est un package d'algorithmes pour les maladies non transmissibles, comptant sur PicFlow, l'Asthma Drug Facility, GARD et le Diagnostic in Europe Research Network. Le PAL, tous ces points très lointains en série sont couverts par un programme pour les maladies non transmissibles avec éducation pour l'asthme et les PPCO, éducation des médecins sur le PicFlow et les inhalers. Donc, c'est quand même, c'est le WHO, c'est toujours moitié-moitié, mais quand même, ça introduit un certain changement. Pas un grand changement parce que ça ne dure pas, je ne sais pas pourquoi. Il faut plus que ça. Ici, c'est un programme qui a été fait en Arbor, en Amérique, et ils ont dit, plus la communauté est introduite dans les programmes, plus ça marche, plus les health professionals work, plus ça marche, plus que c'est multisectoriel, plus ça marche. Vous savez, les Américains, ils prennent des gens de partout dans le monde, puis ils réussissent à faire travailler tout le monde et à avoir des résultats qui sont partout. Ici, c'est les ballons que nous avons fait au premier congrès mondial des patients BPCO pour faire plaisir aux patients. Ça change un petit peu. Ici, c'est les barrières. Barrières, c'était écrit dans le journal Alpha 200. Mais tout le monde est d'accord, il n'y a pas de health insurance. Ma fille, il n'y a pas de coordination entre médecins privés, médecins de santé publique, hôpitaux, gouvernement, etc., medical knowledge. Tout ça, c'est des obstacles.
Nous, dans l'Orient, nous sommes obligés de travailler dans le privé, ce qui fait que nous n'avons pas vraiment de temps. C'est pour vivre parce que nos salaires ne sont pas bons. Les mauvais. En Afrique, par exemple, ils pensent que le caméléon traite l'asthme parce qu'il change de couleur. Donc, il y a aussi tout ça. Misbeliefs avec corticoïdes, fear in women pour ne pas devenir laide, etc. Programme de health, tout ça, c'est des component 7. What we expect from the Mediterranean Union. C'est ce que j'ai encore une minute. Ah? Ça va, il reste 8 minutes 43. Oh, très bien. Voilà, je suis allée très vite parce que j'ai pensé, donc je vais aller prendre le temps. What we expect, je ne sais pas, vous allez me dire votre avis. What we expect from the Mediterranean Union, a multilingual project translated to French, English and back. C'est-à-dire, nous sommes des pays, par exemple, moi, je parle français. Parmi les Syriennes, homologues, par exemple, il y a 50 sur 200 qui parlent français, ce qui n'est pas mal. Le français était introduit dans les écoles. Ceux qui ont maintenant 20 ans, tous comprennent un petit peu le français en Syrie, ceux de 20 ans. Parce qu'on commence à l'enseigner en 4e année d'école primaire et ça continue. Donc ceux sont arabes, puis anglais, français ou puis français-anglais. Donc ça ne veut pas dire que nous enseignons la médecine en arabe, donc nous voulons traduire ce que nous faisons en arabe pour le faire. Et la même chose, je voulais dire qu'il faut que les projets de l'Union méditerranéenne, que ce soit en français, mais tiennent compte dans chaque pays comment ça peut faire pour s'implanter et ensuite revenir et le représenter au haut niveau de l'Union. Je pense qu'il faut l'editing. Comme vous avez dit hier que les Français ont édité tous les hôpitaux de Liban, c'est très bien. Peut-être qu'il faut faire ça un peu plus et faire ça par l'Union méditerranéenne, éditer des pratiques. Éditer, je ne sais pas, on va voir. Mais c'est très bien, ça réussit et tout le monde est content. Généralement, les étudiants aiment ça, les professeurs aiment ça, et puis c'est facile, c'est pas compliqué. Éditer comment on traite le BPCO, éditer comment on réfléchit sur quelque chose, ensuite faire des résultats multicentraux et prendre tout ça, écrire tout ça. Et ça va être très brillant et je pense qu'on peut trouver une façon de le faire briller. Training module for chronic respiratory disease pour les NOX et les GP, les General Practitioners. Je ne sais pas si on peut faire des syllabes de curriculum, je ne sais pas, ce sont des idées. Lobbying est très important. Peut-être l'Union peut avoir un membership avec le GARD, le ICC. Enfin, peut-être qu'il y ait déjà le Parlement européen, le Parlement arabe, peut-être. Collaborative project avec l'American College of Chest Physicians, la SPLF. Thinking pharmaceutical ethically. Je pense que nous sommes en position de force, je voulais dire. Nous avons des relations avec les compagnies pharmaceutiques. Comment faut-il faire pour que ces relations pharmaceutiques servent à persévérer et non pas seulement à faire un congrès. Et toutes les organisations internationales que j'ai déjà connues, par exemple, j'étais en Pakistan, il y avait un training center très très grand, il y a 6 ans. J'étais invitée par le garde. J'ai osé aller. Finalement, ils avaient un centre très très important d'éducation continue, étonnant pour le cœur et pour le poumon. Et c'était 2 sociétés pharmaceutiques qui fournissaient tout. Et ça marchait beaucoup. Vraiment, c'est étonnant. La même chose en Angleterre, c'était, je pense, Abbott qui finançait Warwick et je ne sais pas quoi avec Abbott. Je voulais dire, nous pouvons vraiment compter sur les sociétés pharmaceutiques pour des choses que nous décidons de faire. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez de tout ça. Conclusion et stratégie. Networking between academic hospitals, GPs, professional society, community members, community-based guidelines program and clinical auditing to identify gaps and promising intervention. Le WHO Plan 213-220 insiste beaucoup sur le multi-sector programme pour les non-communicable diseases. Pour les pays en voie de développement, la collaboration avec l'Est ou bien la Chine ou bien la Russie, je voulais dire, avec les autorités scientifiques est indispensable parce que vraiment,
nous n'avons pas beaucoup d'habitudes de recherche. Tout ça, tout ce que nous faisons, c'est la vie d'experts, etc. Donc, nous voulons vraiment, nous avons besoin d'être en collaboration, à mon avis, je ne sais pas. D'abord, collaborer entre nous, comme dit Ali Ben Kader, sud-sud et puis sud-nord. C'est vrai qu'il y a chez nous, la communauté joue un rôle. Quand nous avons fait la garde survey, les femmes revenaient avec leurs cousins et cousines pour faire la spirométrie. Ça communique tout de suite. Et chaque société a ses habitudes et ses façons. Là, c'est un toolbox. Je pense que c'est important. Chaque médecin doit avoir dans son cabinet comme un toolbox, un package avec comment on utilise le spray, pourquoi ce n'est pas dangereux, quels sont, etc., etc. L'essentiel, quoi, pour l'éducation, je pense. Ici, par exemple, sur cette photo, nous pourrons montrer au patient qu'il a perdu tout ça, tout ce qui est en bleu, parce qu'il fume. Et là, il va réaliser que c'est réel. Il y a une quantité qui est partie. Par exemple, je donne un exemple. Là, il y a un médecin de Damas qui a fait comme un travail, qui a vu que quand on éduque, etc., l'adhérence au traitement passe de 15 à 20%, à 80%. C'est comme ça, enfin, pour dire que tout le monde travaille. Je vous remercie. Merci. Il y a encore 2 minutes, si quelqu'un veut poser une question. Oui. Merci. D'après votre expérience, est-ce que vous voyez que l'évolution de cette maladie se progresse beaucoup malgré les conseils, malgré les avertissements médicaux, et ainsi de suite? Entre parenthèses, je suis désolé de dire ou d'avouer un secret, qu'il y a beaucoup de médecins qui conseillent les patients de ne pas fumer au moment où ils sont des grands fumeurs. Oui, c'est vrai. Merci. Vrai, oui, mais c'est-à-dire que je vous ai montré la première diapositive que l'Organisation mondiale de la santé pense qu'en 220, ce sera le 3e killer. Pourquoi? Parce qu'il y a des femmes qui fument plus qu'avant dans les pays du tiers-monde. Dans les pays du tiers-monde, les femmes commencent à fumer beaucoup plus qu'avant. Le narguilé, qui aussi, lui et Myrna ont fait beaucoup de travail sur le narguilé, Georges et Myrna, et comme nous. Et ça donne aussi des BPCO. Et, ça est en train de... et puis, il y a beaucoup d'inconnus qui provoquent des BPCO. Par exemple, hier, j'ai lu un article que les sweepers, c'est-à-dire les balayeurs de la rue, ont un grand pourcentage de BPCO. Les femmes qui cuisinent sur le feu ouvert ont beaucoup de BPCO. Donc, vraiment, c'est pour ça que nous demandons. Actuellement, c'est en train de progresser, oui. Et même, c'est étonnant. Moi, je vous ai dit que 36% de ces gens que nous avons examinés entre 6 et 70 ans avaient un FEV1, VUMS moins de la normale. Donc, c'est énorme. Mais ça, quand même, c'est des milieux défavorisés. C'est-à-dire parce que les dispensaires, l'emergency room et tout ça, c'est des gens qui se soignent gratuits, donc ça représente des milieux défavorisés, les illettrés, etc. Mais quand même, parmi eux, il y a beaucoup de femmes qui fument. Alors, il y a beaucoup... Oui, une fois, nous avons fait un survey dans les écoles, 47% des mères des enfants fument, c'est beaucoup. Et je vous dis, une tranche d'âge. Là, nous avons dit 23% en général, mais dans certains milieux, les femmes fument beaucoup, donc ça va progresser chez les femmes, c'est sûr. Et puis, il faut faire attention et enregistrer. Nous, médecins, enregistrer tous ces OPD, essayer de savoir de quoi ça vient pour découvrir les nouveaux méchants qui provoquent les BPCO. Nous ne savons pas tout, n'est-ce pas? Par exemple, ceux qui font le lait, le vapeur de lait. Est-ce que ça provoque le BPCO? Dans l'industrie sans protection, il y a plein d'usines d'aluminium et tout ça. Vous rentrez, il y a ça, tout le vapeur qui sort, et puis les gens sont très pauvres, ils ont besoin de leur argent. Donc tout ça, ça a besoin de notre part d'éduquer et de connaître, mais aussi d'être très vaillant pour découvrir les facteurs de risque. Et comme vous dites, il ne faut pas que le médecin fumeur fume devant le patient. S'il ne peut pas ne pas fumer, un jour il y avait un cardiologue fumeur chez moi, et il y a le board américain et tout le monde est chez lui, mais
Je lui ai dit, mais pourquoi? Elle me dit, quand je mors, s'il vous plaît, mettez en cheminée la cigarette qui sort de ma bouche, et comme ça, il est tout le temps la fumée autour de moi. Donc là, il est mort de cancer. Il a 64 ans. Mais je vais le dire, c'est vraiment triste que le médecin fume devant son patient, s'il ne peut pas s'en passer. Mais à votre avis, quelle est la meilleure méthode de dire aux malades de ne pas fumer? Je ne sais pas, vous qui êtes là. Comment vous dites aux malades de ne pas fumer? C'est important. Hein? Les médecins, là, comment ça s'appelle, américains, ils ont dit ask, advice, assist, 5 trucs. Et à chaque consultation, il faut demander est-ce que vous fumez, même s'il n'a pas de maladie. Hein? Ensuite, il faut lui dire vraiment ça va vous faire du mal, même si maintenant ça ne vous fait pas de mal. Troisièmement, il faut l'assister pour l'aider à arrêter de fumer par tous les moyens. Je ne sais pas quelle est la méthode que vous employez pour que les malades ne fument plus. Moi, je leur dis, essayez d'arrêter graduellement. C'est-à-dire, vous fumez un paquet, fumez 10 cigarettes. Mettez le matin 10 cigarettes dans votre poche et dites, chaque heure et demie, je vais fumer une cigarette. J'ai l'impression que ça marche, enfin, je ne sais pas. Mais il y a tout, il n'y a pas que la cigarette. Hein. Merci, docteur. Merci beaucoup. Merci. On va passer à la prochaine présentation. Merci, Yousser. Et en transition, pendant que le professeur Miraltan va à la tribune, je dirais qu'effectivement, on a la maladie de sa culture et qu'effectivement, tous les médecins doivent être formés dans les cultures qu'ils rencontrent. Et c'est pour ça que je m'intéresse autant à ça, parce qu'on ne peut pas soigner quelqu'un dans son environnement si on ne connaît pas son environnement culturel. Quelle est la représentation culturelle de la maladie dans le monde musulman? Quelle est la représentation culturelle de la maladie dans le monde ibérique, par exemple? Et je me fais, après 10 ans d'Afrique, je me faisais un point d'honneur de connaître plus la culture de toutes les ethnies que les ethnies elles-mêmes. Mais ça me paraît être extrêmement important. Et juste pour terminer ce petit commentaire, vous avez le même problème que nous pour parler de la BPCO. BPCO, ce n'est pas une maladie, c'est un acronyme. Comment faire comprendre à quelqu'un un acronyme qui n'est pas une maladie? Et vous n'avez même pas l'acronyme en arabe. Donc c'est encore plus compliqué. Donc il va falloir qu'au plan sémantique, vous trouviez enfin les formulations pour ça. Maintenant, on a, ça y est. à la suite de l'étude BRISE qui a été faite au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, on a trouvé un équivalent en arabe et en turc parce qu'effectivement, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait même pas dire aux malades ce qu'ils avaient parce qu'il n'y avait pas un équivalent qui expliquait effectivement la maladie. Alors, on utilisait des comparaisons avec l'asthme, etc., ce qui donnait une fausse idée et c'est ce qu'il ne faut pas faire. Donc maintenant, il y a un équivalent en turc, en pakistanais, en arabe. Ça, c'est une très très bonne nouvelle, alors, parce qu'il faut savoir se nommer. Alors, j'ai introduit avec beaucoup de plaisir le professeur Florin Miraltan, qui est le président de la Société roumaine de pneumologie, qui nous a fait l'honneur d'intégrer le conseil d'administration de la Société de pneumologie de langue française, et qui travaille énormément avec Georges aussi ici, dans l'espace francophone de pneumologie. Et également, il dirige bien sûr l'Institut de pneumologie central donc, de Bucarest. Florine, je crois que tu vas nous parler de la Roumanie. Je vais essayer. Merci. Avant de débuter, j'aime bien adresser mes remerciements de ma part et aussi de mes collègues. Nous sommes 800 pneumologues en Roumanie, à Georges Caïa, à d'autres organisateurs de cette réunion. Et je souhaite à tous du succès dans les jours qui viennent. Comme vous voyez, je veux essayer de dire quelques mots sur ce qui se passe en Roumanie. Ce sont des espoirs et des réalités et des limites sur le BPCO. Ici, vous avez ma déclaration, mes conflits d'intérêts. Et je commence avec une petite image qui vient de Toulouse et qui démontre que parfois on découvre trop tard quelque chose qui est important. Et je crois que c'est la même situation avec le BPCO parce que la prévalence, l'épidémiologie, les menaces de BPCO ont été découvertes un peu plus tard par les docteurs et par les systèmes de santé. Ici, vous voyez, on va aborder 3 chapitres concernant le dépistage actif de BPCO, la prise en charge des exacerbations et quelques stratégies de prévention qui ont été appliquées en Roumanie.
Concernant le dépistage actif, il y a beaucoup de pays qui manquent, où il manque les dates épidémiologiques, ils ne sachent rien sur la prévalence. C'est pour ça que nous avons débuté avec la première enquête nationale. C'était une enquête faite en 2010 et lancée en 2011. Mais cette enquête était basée, et c'était la première, seulement sur un questionnaire avec 36 questions pour identifier les patients avec bronchite chronique et emphysème. Et ici, vous voyez que la première surprise, c'est que pendant les derniers 12 mois, il sont peu de patients qui ont une consultation au médecin de famille pour les problèmes respiratoires. Et la prise en charge de la maladie, elle souffre aussi. Si on regarde seulement la spirogramme, on voit bien que seulement 12% de notre patients ont accès à cette spirogramme. Le diagnostic de la maladie est aussi un autre problème parce que le nom de la maladie, si on pose cette question directement au patient, et si vous demandez s'il souffre de BPCO, BPCO est totalement inconnu par les patients. En plus, la plupart des patients, ils sachent bien qu'ils ont une bronchite chronique. Alors, les patients ont présenté les symptômes de différentes maladies en commençant à un âge moyen de 48 ans. Et ici, je viens chez la deuxième enquête. On a justement fini cette étude nationale. Cette fois, on a combiné le questionnaire avec la spirométrie. Et, on va avoir la conférence avec la presse en 13 mai, très proche, le mois prochain. Et ce que je veux souligner, c'est qu'on a fait l'enquête dans une population, dans la population de 40 et plus de 40 années. Et vous voyez qu'il y a une augmentation de 40-49, avec 6% chez les mâles, jusqu'à 32% chez les mâles plus de 60 années. Et une certaine augmentation aussi pour les femmes, jusqu'à 7%. Ce qui est très important, c'est que cette enquête nationale a été faite sur cette population avec cet âge. Et ce que je peux vous dire, dans les statistiques nationales, on a à ce moment 10 millions Roumains qui ont 40 et plus de 40 années. Les premières conclusions sont que si on regarde le contrôle de la maladie, l'accès à la spirométrie est sous 50%. Le contrôle périodique de ces patients atteints de maladies respiratoires est jusqu'à 57%. Et la prévalence est grande et augmente pour les personnes âgées. Et dans la population, après cette enquête nationale, on a estimé qu'on a une prévalence de 8,1% des patients potentiels. Dans ces conditions, il reste des problèmes à résoudre. Il sont quelques problèmes ici que je veux discuter. Concernant les programmes soutenus par le système sanitaire, ici on n'a pas aucune initiative en Roumanie. Les programmes soutenus par le système sanitaire, l'industrie pharmaceutique, ici on a fait de grands progrès. On a essayé de combiner avec le dépistage de la population à haut risque. Et concernant l'identification dans le système primaire ou au niveau de médecins de famille, on a beaucoup de choses à faire. Ce qu'on a essayé, on a essayé de faire dans des périodes limitées les programmes de dépistage de la population. Et c'était toujours sponsorisé par l'industrie pharmaceutique parce que le ministère de la Santé n'a aucun intérêt dans ce domaine. Et si on regarde à ce dépistage, on a fait des campagnes éducatives sur la maladie et on a invité des personnes exposées à faire un test gratuit de spirométrie dans des cliniques spécialisées. Et tout ça a apporté
beaucoup de choses. Je vais vous montrer les résultats. Pendant des périodes limitées, on a fait des campagnes de spirométrie gratuites pendant 1 semaine. Et après, on a prolongé à 2 semaines. Et maintenant, ce sont des spirométries qu'on fait régulièrement, gratuites, dans 42 centres pendant des mois. Les résultats, si on regarde la période 2009-2010, on peut voir bien qu'on a une augmentation des cas nouveaux qu'on a commencé à dépister. La rate de diagnostic est assez grande et c'est une certaine évolution qui démontre que toutes ces campagnes sont très bénéfiques pour les patients. En plus, on a un développement très important du niveau de connaissances concernant le BPCO. Et vous voyez, on a fait un site et on peut compléter un BPCO Risk Test. Et vous voyez ici comment c'est l'accès. Il a augmenté terriblement, pas seulement pour les uniques visiteurs, mais aussi pour les personnes qui désirent tester ce risque. Ce que je peux vous dire en parenthèse, on est arrivé en 2011 à un accès compétitif sur le site avec le premier site qui est toujours compétitif en Roumanie, c'est le site pour acheter les automobiles. En plus, ici vous voyez comment on a déroulé et quel était l'algorithme de la campagne. Ici, on a commencé avec ce slogan en disant « Tu sais quel est l'âge de ton poumon ?» Et vous voyez ici le nombre de spirométries qu'on a fait, le nombre de patients dépistés et le taux diagnostique. Si on fait une campagne très ciblée, on a un taux de diagnostic assez élevé. Un autre aspect, c'est la prise en charge des exacerbations de BPCO. Et ici, je vous montre une chose très bizarre pour la statistique roumaine. C'est le registre national de maladies pulmonaires. Vous voyez bien que les cas de BPCO sont groupés ici. C'est assez surprenant de trouver des déclarations sous 1 an. Alors, j'ai des doutes sur la statistique dans cette période. Et les communicateurs qui sont parfois des médecins de famille, médecins d'autres spécialités. Mais les coûts sont aussi très importants et on a malheureusement une seule étude en Roumanie, c'est l'étude faite dans l'Institut national. Combien il coûte d'habitude une exacerbation de BPCO? Et vous voyez ici que dans cette étude, on a eu plus de 75% fumeurs. La plupart étaient des hommes. C'était également, il vient de milieu urbain ou rural. Et en plus, on a la plupart des cas hospitalisés du stade 3 et 4, c'est-à-dire des cas assez sévères. Et si on regarde le nombre de jours, ça arrive jusqu'à 21 jours par hospitalisation. Et ce qui c'est très important, c'est que 70 des patients hospitalisés sont dans le stade avancé de la maladie. Et ça coûte très cher pour le système parce qu'on a évalué ça. Et vous voyez ici, en euros, ça arrive pour le stade 4 jusqu'à plus de 1100 euros. C'est vrai que les coûts d'assistance des exacerbations dans les hôpitaux, ils sont très variables d'un pays à l'autre. J'ai fait une comparaison avec l'Angleterre. Ici, il arrive jusqu'à 3 000 euros le prix d'un patient qui est hospitalisé dans cette exacerbation. Et en revenant à l'étude très récemment finie, c'est-à-dire l'étude combinant la spirométrie et le questionnaire, on voit bien que toujours il reste aussi en 2012 le médecin de famille qui voit régulièrement le patient, pas le pneumologue. Et on a eu d'autres curiosités de voir qu'est-ce qui se passe vraiment au moment des exacerbations. Ici, vous voyez, c'est l'audit européen de BPCO. Elle a inclus en 2010-2011 seulement 11 pays. La Roumanie était dedans.
Et vous voyez ici que la Roumanie a une rate de hospitalisation assez grande dans les services de pneumologie. Vous voyez aussi que si on regarde seulement aux bronchodilatateurs de courte durée, ce sont des bêta-2 adrénergiques de courte durée ou des anticholinergiques de courte durée. On fait plutôt l'utilisation de bêta-2 adrénergiques et pas d'anticholinergiques. Mais les corticostéroïdes sont sous-indiqués. En plus, on fait un excès de corticoïdes systémiques et aussi de théophiline. Un tiers de ces patients reçoivent encore de la théophiline systémique. En ce qui concerne les antibiotiques, nous sommes leaders nous sommes avec probablement il existe un excès de prescription d'antibiotiques dans les hôpitaux. Et l'oxygénothérapie ici, c'est assez bien dans les hôpitaux, mais pas grand-chose à la maison comme assistance à longue durée, oxygénothérapie à longue durée. Et aussi pour la ventilation, le pourcentage est jusqu'à 17% des patients qui sont assistés, mais pas grand-chose à la maison, c'est-à-dire ils souffrent beaucoup cette maladie. Si on va regarder au programme qui n'existe pas pour assister les patients à la maison. En ce qui concerne les stratégies de prévention, je dois parler un peu de la stratégie anti-tabac en Roumanie dans le contexte européen. Et vous voyez ici les réalités qui viennent de l'Eurobaromètre européen. Et vous voyez ici la Roumanie, c'est pas grand-chose en ce qui concerne le désir de notre patient de renoncer. En plus, l'exposition à la fumée de cigarettes au lieu du travail est aussi assez important pour la Roumanie. Et on voit bien que l'exposition est très importante à domicile. C'est un Eurobaromètre de 2009. Maintenant, les choses commencent à s'arranger parce que la loi roumaine devient plus forte d'une année à l'autre. Et il existe, même comme ça, un soutien pour l'interdiction de fumer dans les bars et les clubs. Et ça, c'est très important parce que c'est le soutien qu'on va utiliser dans toutes les campagnes de convaincre notre gouvernement et les politiciens de faire une loi nouvelle. Bien sûr, si on regarde le désir de renoncer à fumer, il n'existe pas seulement 12% de patients qui ont passé de fumer et les non-fumeurs sont encore en petit nombre, seulement 58% de notre population. La plupart ont une exposition de plus d'une heure par jour aux fumeurs de cigarettes au lieu de travail. Le problème, c'est la législation, parce que la législation et les connaissances des lois anti-tabac, ce n'était pas important en 2003, mais on a fait l'éducation ici dans ce domaine et vous voyez bien qu'il commence à être mieux connaître par les plus non-fumeurs et aussi par les fumeurs. Et cette stratégie a été basée sur des activités en ce qui concerne le changement de la législation, sur les activités et partenariats avec les ONG et de la société roumaine, et les implications du ministère de la Santé. Concernant la stratégie sur la législation, comme vous savez déjà, ce sont les pictogrammes, la bataille des pictogrammes. Les pictogrammes ont commencé à augmenter comme importance et présence de 2001 à 2011. La Roumanie était au début entre les 4 pays de l'Union européenne qui ont accepté les pictogrammes. Et ici, vous voyez les dimensions des avertissements. Nous sommes restés en arrière parce qu'ils ne dépassent pas 60% du paquet de cigarettes. Et on a fait déjà d'autres propositions dans ce sens. Les activités, et je crois que ça c'est très important, nous avons réussi à faire le premier guide roumain pour conseiller les fumeurs. Il a été mis au jour en 2010, mais ce qui est important, il a été accepté et un peu changé par European Network for Smoking Prevention. Dans ce moment, il est un guide européen. Une autre chose qu'on a fait, c'était la campagne Libérez-vous du fumeur. C'était une campagne très importante qu'on a fait sur des sites très bien connus en Roumanie.
Et ce qui n'a pas été négligé, c'était les partenariats avec les ONG. Et ici, vous voyez, on a traduit le FCTC et en plus, on a eu beaucoup de rencontres avec les parlementaires. On a des députés et des sénateurs. Et chaque fois, on a eu des rencontres pour convaincre sur le changement de loi en Roumanie, la loi anti-tabac. On n'a pas oublié aussi les cours de formation pour les médecins et l'éducation en ce qui concerne l'espace sans fumeur. Et aussi la campagne qui était bien connue en Europe, c'est la campagne HELP, qui est une campagne intégrée de communication appliquée dans 27 États membres de l'Union européenne. Et vous voyez, c'est basé sur des spots de télé, sur l'Internet, une série d'événements nationaux. Et un des partenaires était la Société roumaine de pneumologie, avec beaucoup des initiatives qui ont été créées en interactivité avec la presse. Et en ce qui concerne les implications du ministère de la Santé, ici, il existe un programme d'arrêté de fumer. Il ne sont pas beaucoup de pays qui font des investissements dans des programmes comme ça. Et ici, c'est un exemple. Quels sont les résultats? 13 000 fumeurs assistés, 40% renoncés à fumer. C'est un programme de 2 mois avec des médications gratuites et une assistance d'une équipe multicentrique, c'est-à-dire multiple, un docteur spécialisé, un psychologue. Ici, vous voyez le coût moyen pour un patient, et c'est-à-dire un ex-fumeur peut arriver d'être ex-fumeur avec 117 €. C'est-à-dire que si on fait un investissement comme ça par le ministère de la Santé, on peut arriver à un retour sur l'investissement qui est très important, jusqu'à 234 €. Et en total, pour 1000 fumeurs, ça devient très important et une source économique très, très importante. Et je peux vous dire en parenthèse aussi, le dernier ministre, j'ai eu la rencontre, on a un scandale maintenant avec la cytostatique, la chimiothérapie en Roumanie, parce qu'il manque parfois. Et j'ai parlé beaucoup sur cette économie parce qu'on peut investir peu dans cette moyen de prévenir le fumeur et on peut gagner à la fin plus que de faire des traitements très chers, la chimiothérapie avec peu de résultats à la fin. Mais on a fait aussi des fautes. Et ici, c'est une faute, une campagne publique qui a coûté assez cher le ministère de la Santé, mais sans résultat remarquable. Le message était un peu sexualisé, c'est-à-dire, ici, on voit la dame ici qui est pleine de scandales sexuels en Roumanie, dit le fumeur est ton seul plaisir. Le tabagisme apporte l'impotence. À l'autre extrémité, c'était la vie sexuelle. Alors, c'était rien. En conclusion, concernant la stratégie, on a fait des progrès remarquables en ce qui concerne l'intégration de ces stratégies dans les stratégies de l'Union européenne. On continue à être au centre de l'attention pour consolider les résultats obtenus. On a dans ce moment une nouvelle priorité, c'est la bataille pour protéger le fumeur passif. Le fardeau économique mondial qu'on ne peut pas ignorer, c'est aussi important. L'industrie du tabac reste l'ennemi public numéro 1 et des mesures adéquates s'imposent pour le contrecarrer au niveau mondial correspondant. Bien sûr, on a besoin d'une stratégie pour tous les âges. On a besoin de lois fortes anti-tabac, de mesures qui doivent être cohérentes. Et il s'impose une bonne collaboration entre le ministère de la Santé et les organisations non gouvernementales. C'est toujours un travail en équipe et ça peut apporter beaucoup de résultats. Merci. Merci Florine. On voit qu'il y a eu un très gros travail qui a été fait en Roumanie, en particulier sur le tabac. Et en introduisant les débats, je me disais que bronchite chronique, un patient peut comprendre, parce qu'il y a les bronches, pneumopathie, il y a le poumon, tout va bien. Mais tant qu'il n'y a pas le haut, on ne peut pas dire qu'elle est obstructive, y compris pour le médecin. C'est pour ça qu'il faut toujours de la spirométrie. Et tant qu'on n'aura pas une spirométrie pour tout le monde, on ne pourra jamais parler de BPCO par définition. Donc, parole à la salle après. Vous aviez une question.
actuellement la voie en Roumanie, comment est-elle? Mais ici au Liban, on voit beaucoup de parents qui stimulent ou qui demandent à leurs enfants de fumer avec leur darguili. Je ne sais pas si ça aggrave le tableau de BPCO. Mon avis, c'est premièrement de faire des conseils aux parents d'arrêter, eux, de fumer et de ne pas laisser leurs enfants de fumer, premièrement. Deuxièmement, si vous passez parallèle à un kiosque ou un genre pareil, vous constatez qu'il y a beaucoup des enfants de 12, 13 ans qui commencent à avoir des arguilles dans leurs mains. Donc le PCO va être ultérieurement moins de 48 ans, comme vous avez marqué ici. Quel est votre avis? Merci. Oui, ce sont deux choses à discuter. D'abord, je crois, c'est vrai, c'est important d'avoir et de focuser sur les parents. Mais l'expérience roumaine était totalement négligée jusqu'à maintenant. On a commencé de 2 années seulement de targeter, d'accéder les enfants comme dans des campagnes de training. C'est très important parce que les enfants dans des écoles, on a fait des programmes pour les professeurs et pour les petits enfants de première classe, de les traîner, d'avoir l'impact, pas seulement dans les écoles, ils sont les meilleurs qui peuvent délivrer le message anti-tabac, mais ils sont très actifs à la maison sur les parents qui sont des fumeurs. Alors, je crois que c'est important de cibler dans 2 directions, les parents et les enfants. Et en ce qui concerne le début de tabagisme, en Roumanie, jusqu'à 11 années, on a des enquêtes, plus de 50% des enfants ont accès à une cigarette. Dans l'école, jusqu'à la fin du lycée, le pourcentage est 18%. Chez les étudiants, le problème majeur, après ma opinion, si on regarde seulement à l'éducation, c'est qu'entre les étudiants à la médecine et les étudiants d'autres facultés, on a fait des enquêtes, il n'existe pas une différence en ce qui concerne l'augmentation de prévalence de première année d'études jusqu'à la fin des études. Et c'est pour ça qu'on a débuté de quelques années avec des cours de formation en ce qui concerne les conseils et l'assistance de fumeurs pour les étudiants de médecine. Ça a manqué avant et il fait part de curricula de l'université dans ce moment. Je crois qu'on peut attendre une augmentation de prévalence à un âge sous 40. Mais c'est très difficile à identifier dans des campagnes très ciblées parce que la spirométrie est normale et parfois on peut baser ça seulement sur les symptômes, ce qui vient du patient. Le patient, dans toutes les enquêtes, et si on ne regarde pas à notre enquête, ce sont les enquêtes, les grandes enquêtes, je parle d'études BOLD, d'études Platino, on voit bien que parfois dans les cas identifiés de BPCO, on fait un mélange avec la bronchectasie et c'est assez difficile de faire cette identification et de faire une sélection de BPCO dans les overlap syndromes. C'est aussi difficile, même dans les enquêtes, les grandes enquêtes qui font ça régulièrement. D'autres remarques, d'autres questions? On voit bien qu'il y a le diagnostic et puis il y a la prévention qui sont vraiment les 2 volets fondamentaux. Et vous avez tellement insisté sur le tabagisme que je crois que c'est vraiment là-dessus qu'il faut totalement insister. Pour ce qui est de la spirométrie, vous arrivez à voir... il y a combien de pneumologues dans le pays? Combien vous êtes de pneumologues à peu près? Nous sommes 700 en Roumanie et 100 en France. Combien en France? 100 en France. 100 en France. Bon. Oui, 700 dans ce moment. 700 et 100 en France. Bon, on va vous en prêter quelques-uns. 100. 100. Une centaine. Une centaine. Tu as un commentaire, Russer? Oui, j'ai un commentaire. Oui, vous êtes 100 en France, nous aussi, hein? Et 300 en Amérique. Existe-t-il un pneumologue français? Il existe tout dans la langue française. Oui, mais quand j'étais en France, j'ai participé à des cours anti-tabac dans les écoles de la région parisienne, avec le comité de Noisy-le-Sec.
Il y avait un livre qui a été fait comme sujet de thèse par, je ne sais pas, quelqu'un, qui a prouvé qu'entre 7 et 9 ans, c'est le meilleur âge de lutte anti-tabac. C'est-à-dire, si vous, à cet âge-là, l'enfant n'est pas encore très agressif contre les gens, il y a un moment où il devient agressif, il veut se confirmer, il ne veut pas écouter. Hein? C'est ça, et il peut devenir agressif Oui. pour ses parents, pour être 7 à convaincant. 9 ans, il est gentil, il apprend quelque chose et ça devient définitif dans sa tête. Donc, il vaut mieux faire l'éducation à des âges très petits dans les écoles et dans les livres, je voulais dire, un peu dans les livres d'enseignement. C'est tout. Il existe Merci. une expérience polonaise qui a commencé avec des conseils, si on peut dire des conseils à cet âge, aux enfants de kindergarten. Et c'est très intéressant parce que c'est rallié à des poupées, toujours, et c'est avec impact. Les petits-enfants, mais aussi les enfants de première classe, sont des messagers importants, pas seulement dans les écoles, mais aussi à la maison, après ma opinion. D'après ce que vous avez présenté, vous n'avez pas de loi anti-tabac dans les endroits publics? On a, mais la loi roumaine, dans ce moment, c'est une copie faible de l'ancienne loi espagnole. C'est-à-dire, on peut, dans les bars, les restaurants, s'ils sont sous 200 mètres carrés, on dit, 200 mètres carrés, le manager, le propriétaire peut choisir si le restaurant reste sans tabac ou on peut fumer. Et la réaction, c'est la plupart des propriétaires, ils acceptent comme restaurant de fumeurs. Alors, dans ce moment, on rediscute la loi. Et dans cette loi, on va interdire ça. C'est la grande bataille pour nous, non pas seulement pour les pneumologues. Ce qu'on a fait, on a publié très récemment une lettre ouverte à notre Premier ministre, signée par 29 associations professionnelles. Et ça, c'est le pouvoir, parce qu'avant, on a actionné seulement comme société de pneumologie et quelques organisations non gouvernementales. Maintenant, nous sommes 29 et ils doivent tenir compte parce qu'on a débuté avec des discussions pour changer la loi. C'est seulement une des faiblesses. La deuxième, après ma opinion, c'est qu'on n'a pas augmenté le niveau de la surface de pictogrammes sur les paquets de cigarettes. Nous sommes restés sous 60%. On doit arriver à 8%, peut-être le paquet générique, pourquoi pas. Est-ce que vous pensez que ça a un impact important, la taille du pictogramme? Oui. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en ce qui concerne le tabagisme actif en Roumanie, après introduire les pictogrammes, changer la loi, parce qu'on a fait ça, et avoir une ferme offre pour conseiller les fumeurs, on est arrivé entre 2007 et on a maintenant une autre enquête nationale en 2012 de 35% à 27%. On a diminué considérablement, mais c'est seulement le début, on doit continuer. Et la bataille pour la loi, c'est très important parce que la pression de la loi, on voit tout de suite sur les... En échange, les prix de cigarettes ne sont pas grand-chose en Roumanie et c'est notre action qui est importante. Merci beaucoup Florine. Je crois qu'on a bien discuté, mais on va changer de rive de la Méditerranée. Nous allons passer à la dernière présentation et c'est avec plaisir que je veux d'abord souhaiter bonne arrivée au professeur Salim Nafti qui vient d'arriver de l'aéroport et qui va nous parler de la prévalence de la BPCO en Algérie. Professeur Nafti est chef de service à la clinique des maladies respiratoires au CHU Mustapha à Alger. Il est président de la Société algérienne de pneumophysiologie. Professeur Nafti, bonjour et à vous. Bonjour Maria, bonjour Bernard. Mesdames, Messieurs, je suis particulièrement ravi d'arriver à l'heure à Beyrouth. J'étais dans l'avion il y a à peine une heure. C'est peut-être la communication que je fais le plus tôt de l'aéroport à la salle de conférence. Ceci dit, c'est vraiment un plaisir que se trouver à Beyrouth, d'où j'ai de nombreux amis, M. Khayat, M. Bahous,
plein de copains et d'amis. Et donc, nous sommes tenus à participer à ce genre de manifestation, nous, les pneumologues du bassin méditerranéen, des deux rives, comme disait Bernard. Et donc, je vais essayer de vous donner un aperçu sur la prévalence de la BPCO en Algérie. La BPCO qui est une pathologie qui se pose à nous de manière frontale en raison de tous les problèmes que vous connaissez, et en particulier du tabagisme dont on vient de parler, et qui représente la source de tous nos ennuis et de tous nos problèmes. Alors, je vais essayer un peu de vous donner quelques éléments. C'est sûr que vous connaissez tous que c'est une cause très fréquente de morbidité, que c'est une cause très fréquente de mortalité, ça s'entend, et que nous prévoyons une augmentation constante de cette prévalence au cours des prochaines années. Et elle va devenir, d'ici une dizaine d'années à peine, la troisième cause de décès dans le monde, ce qui est véritablement scandaleux. Ceci est scandaleux parce que dans notre vie quotidienne, nous rencontrons des fumeurs, nous avons des pollutions un peu partout, à la maison, dans la rue, dans notre travail, et il n'est pas étonnant de ce fait de se retrouver exposé à ce facteur de risque qui nous envahissent de partout. Ça entraîne une maladie grave, une maladie chronique, une maladie avec des complications, avec de la mortalité et avec un coût énorme. Et ça, c'est une des affections les plus budgétivores actuellement. Et pour les pays qui sommes, nous, en voie de développement, nous avons plus ou moins, comme on est en situation de transition épidémiologique, battu et combattu les maladies infectieuses, telles que la tuberculose, par exemple, qui a régressé. Et voilà qu'émergent maintenant ces maladies dites modernes et qui nous empoisonnent l'existence. En plus, c'est une maladie qui est difficile à reconnaître pour plusieurs raisons. Un tiers simplement des malades sont identifiés comme étant BPCO. Les 2 tiers sont méconnus. Ce qui fait que même s'ils sont reconnus, seule la moitié de ces patients vont être traités. Car le traitement est un traitement lourd, un traitement long, un traitement qui nécessite une collaboration, une adhésion totale du malade, ce qui n'est pas toujours le cas, en raison de plusieurs éléments qui sont d'un, le caractère même de la maladie qui est insidieuse, progressive, silencieuse, longtemps, et qui s'installe à bas bruit. Et les symptômes sont négligés aussi bien par le médecin que par le malade. Tousser, cracher pour un fumeur, c'est tout à fait naturel. Et le médecin aussi trouve tout à fait naturel que l'on tousse et que l'on crache. C'est faux. Et il faut que l'on s'efforce à retrouver ce facteur de risque, à l'identifier. Et ceci fait que cette maladie va évoluer et va se compliquer inévitablement. D'autant plus qu'elle survient à un âge un peu avancé, à un âge à risque où, bien sûr, les comorbidités sont très importantes. Et des pathologies vont s'associer entre elles pour augmenter la mortalité. Les maladies chroniques représentent maintenant les causes de décès les plus importantes dans le monde. Elles viennent en tête. 30 millions de décès par an. Et parmi les maladies les plus fréquentes, vous avez ici les maladies cardiovasculaires, les cancers, et en 4e position, les maladies respiratoires chroniques, dont représentées surtout par la BPCO. Et c'est celle-là qui va augmenter et qui va déclasser les autres prochainement. Si nous ne prenons pas des mesures dès maintenant, si nous ne faisons pas des actions énergiques vis-à-vis de nos populations, vis-à-vis de nos malades. Si on veut savoir quelle est la fréquence de cette maladie dans les pays aussi développés qu'en Europe, vous avez ici ce travail de Albert présenté à l'ERS en 2006, qui vous dit que les médecins reconnaissent le diagnostic dans uniquement 4,1% des cas. Et de 3,7% uniquement des malades savent qu'ils sont porteurs de BPCO. Quand il s'agit de la bronchite chronique, la connaissance par le patient est de 4,4%. Et l'emphysème n'est reconnu que par 1,5% des patients atteints. Vous voyez donc, ce sont des maladies qui existent, qui sont là, qu'il faut qu'on cherche et qu'il faut qu'on trouve. Je ne vais pas parler de dépistage parce que dépistage sous-entend pas mal d'actions et de facteurs, mais au moins de diagnostic précoce. Je vais revenir chez moi, un peu en Algérie, pour essayer de vous parler de ce qu'on a fait. Eh bien, il y a 30 ans qu'on s'intéresse un peu à cette pathologie, et vous voyez les travaux ici
qui concernent des malades en milieu pneumologique. Et une étude faite par nos aînés Ait Khaled et Ousdir avait montré que chez les adultes, sur à peu près 5500 patients, la prévalence de la bronchite chronique était de 5,1% et que 50% de ces gens étaient BPCO, déjà en 1983. Plusieurs études aussi bien au centre de l'Algérie, à Sétif, que dans une région proche de la capitale, à Bouira, les valeurs sont à peu près les mêmes. Un peu plus dans la région de Rouiba, qui était un peu pionnière parce qu'elle disposait, elle, d'appareils de spirométrie avant les autres, et elle avait bien sûr généralisé cette pratique un peu plus que les autres. Si on s'intéresse maintenant à l'exposition professionnelle et au risque professionnel, cette étude, c'est le résultat d'une thèse en spécialité, c'est-à-dire en agrégation, que j'ai eu l'honneur de diriger, et qui a été menée dans une ville de Annaba, à l'est d'Algérie, dans une unité de production de métallurgie et d'engrais azotés. Et nous avons deux populations, population générale, c'est-à-dire non exposée, et les gens exposés, ceux qui travaillaient dans ces unités industrielles. Eh bien, la différence est flagrante. Chez les gens non exposés à ces pollutions, elle était de 3,5% la prévalence de bronchite chronique, alors qu'elle était 3 fois plus importante quand on était en milieu professionnel. Donc voilà, les choses sont claires, sont tout à fait connues depuis un moment. Quand on essaie de retrouver la répartition de la mortalité, une étude auprès de l'état de santé de la population en Algérie en 2002 avait montré que les maladies respiratoires occupaient la 6e place parmi les causes de mortalité, avec 6,8% des cas. Loin derrière les maladies cardiovasculaires et les maladies de la période périnatale, ainsi que les pathologies tumorales. Si maintenant on détaille un peu plus la répartition des 10 principales causes de décès en Algérie, toujours dans l'enquête Tahina de 2002, eh bien, on retrouve que le BPCO représentait, en 2002 déjà, 1,3% des causes de décès en Algérie. Ce sont des études un peu anciennes. Alors nous avons profité d'une opportunité qui s'est présentée à nous, qui s'appelait l'étude BREATH, auquel des amis ici, Maria, monsieur, ont participé. C'est une étude multicentrique internationale, observationnelle, et qui a concerné 11 pays, que je vais vous montrer, dont l'objectif principal était d'estimer la prévalence de la BPCO sur les symptômes en population générale. Il avait d'autres objectifs, mais qui étaient secondaires. C'était d'étudier les facteurs de risque, d'identifier les caractères de la population atteinte de BPCO, ainsi que les méthodes de traitement et de prise en charge de la maladie, et aussi estimation du coût de la maladie dans les différents pays qui ont participé à l'étude. C'est une étude, comme je l'ai dit, multicentrique internationale, transversale et observationnelle, et elle concernait surtout les sujets de plus de 40 ans, des deux sexes, hommes-femmes, avec un échantillon représentatif de chaque pays, qui variait en fonction, bien sûr, de l'ampleur de la démographie, qui était de 2000 à 10 000 personnes par pays. En Algérie, nous avons recruté 4 000 personnes. Et bien sûr, cette étude a concerné l'analyse de tous les facteurs en fonction du sexe, de l'âge et bien sûr des régions. Voici les 11 pays qui ont participé. Ça va du Maroc au Pakistan, en passant par l'Égypte, le Liban, la Turquie, etc. Et le nombre de malades recrutés pour chaque pays. L'enquête est basée sur questionnaires, bien sûr, à partir de call centers qui engendraient ou qui généraient des numéros téléphoniques et qui appelaient la population. Il y avait d'abord un premier questionnaire de sélection. Ensuite, une fois qu'on avait sélectionné des cas potentiels de BPCO, on leur administrait le questionnaire détaillé de la BPCO, des questions sur le coût de la maladie, ainsi que le questionnaire 4 qui était administré à ces gens-là. Et la dernière phase, c'était une fois que les BPCO étaient identifiés, il fallait leur faire des spirométries, ce qui a été fait avec administration du questionnaire 4 en présence du malade, et non pas par téléphone. Comment définissait-on par téléphone une BPCO? Il fallait des critères. Ces critères étaient surtout des critères épidémiologiques, d'une définition épidémiologique de la maladie, basée essentiellement sur les symptômes. Soit on avait un diagnostic qui était connu par le malade,
et qui savait qu'il avait fait une BPCO, celui-là, donc, il était immédiatement recruté, ou bien c'était un patient qui avait des symptômes, ou bien qui avait des symptômes avec, bien sûr, la définition clinique de la bronchite chronique, c'est-à-dire toute expectoration, essentiellement avec dyspnée. À ces critères cliniques s'associe un critère de tabagisme qui était celui d'avoir été ou d'être fumeur pendant au moins 10 ans, d'avoir consommé au moins 10 paquets à l'année. Voici donc les critères de définition de la maladie tels qu'ils ont été retenus. Et c'est ainsi qu'on se retrouve devant 3 types de situations. La définition épidémiologique, la définition basée sur symptômes ou bien sur un diagnostic ou avec un critère de tabagisme, et les autres, bien sûr, qui ne rentraient pas dans ces cadres, étaient exclus de l'analyse. Je vais essayer de vous représenter, pas toute l'étude, parce que ce ne sera pas possible, mais du moins le cas de l'Algérie. Et nous avons trouvé que la prévalence de cette population étudiée en Algérie, il y avait 25,8% de fumeurs, dont 50% d'hommes et 2% de femmes. En Algérie, nous n'avons pas beaucoup de chicha, contrairement au Moyen-Orient, et le tabagisme se résume essentiellement à l'utilisation de la cigarette, dans 99% des cas. Ceux qui avaient fumé plus de 10 paquets à l'année étaient de l'ordre de 60%, et ceux qui ont consommé la chicha pendant plus de 5 ans représentaient 70% parmi les fumeurs de chicha. Les symptômes retrouvés qui évoquaient la BPCO, c'était bien sûr la toux persistante, la dyspnée isolée ou bien la toux plus dyspnée. Et vous voyez les fréquences de ces symptômes qui ont été retrouvés dans sa population générale. Et quand on a réuni les définitions qui ont été émises dans l'étude, on retrouve que selon la définition épidémiologique de la BPCO, il y en avait 2,5%. Ceux qui étaient une population susceptible d'avoir une BPCO sur des critères symptomatiques ou bien de diagnostic, de 15%, et que ceux qui étaient atteints de BPCO en raison des critères tabacologiques étaient de l'ordre de 12,5%. Cette maladie est fréquente, mais aussi elle est grave. Et c'est ainsi qu'on a retrouvé que près de la moitié des patients identifiés comme étant BPCO en Algérie étaient sévères à très sévères dans 44% des cas. Et qu'un quart de ces patients avaient des problèmes avec leur occupation, avec leur emploi en raison de cette maladie. En plus, ils avaient un impact direct sur leur rendement dans 20% des cas et ont retrouvé des comorbidités dans 40% des patients et représentées essentiellement dans la moitié des cas par des affections cardiovasculaires. On a essayé de retrouver un peu si ces malades étaient traités correctement et si ça répondait aux recommandations GOLD. Eh bien, on a trouvé que seuls 18% des malades BPCO avaient un traitement qui était en accord avec les recommandations GOLD. Et que pour les malades très sévères à sévères, moins de 10% avaient un traitement correct et un traitement adapté selon les recommandations GOLD. C'est pour vous dire un peu que s'il y a des recommandations, c'est bien, mais la réalité est tout autre. Et elle est plutôt triste. Pour finir, voici ce que l'on peut retenir de cette étude, c'est que le taux ou la prévalence de BPCO selon la définition épidémiologique en Algérie était retrouvé de 3,7. On a retrouvé à peu près 4,5 pour l'ensemble de la région. 5% des hommes sont concernés contre 0,5% des femmes. Et les sujets potentiels, mais qui n'étaient pas encore obstructifs et qui étaient définis et qui ne répondaient pas uniquement à la définition clinique, étaient de l'ordre de 1,9% à 2%. L'étude spirométrique est en cours. Les résultats ne sont pas encore connus. Il y a des résultats... Pardon? Tout ça a été publié dans la revue Médecine de décembre 2012. Mais la spirométrie, pas encore. Elle est encore à l'étude et fera l'objet, elle aussi, des publications. Pardon? Pardon, excusez-moi. On posera la question à la fin, n'est-ce pas? Excusez-moi, oui. Donc, je disais que le résultat spirométrique, ça c'est la définition épidémiologique de la BPCO, comme je l'ai dit dans les objectifs arrêtés au premier.
Et donc, c'est une définition épidémiologique. Concernant la définition fonctionnelle, l'étude est en cours et les résultats seront connus prochainement et vous serez bien sûr tenus au courant. Je vous remercie beaucoup. Merci Salim. On a un bon bout de temps pour discuter, c'est parfait. Dis-moi, pour rebondir effectivement sur la question qui va arriver, sur la bronchite chronique, quand vous avez fait comment les spirométries? C'est des gens qui se sont déplacés? Ah oui, oui. Oui. Oui, oui. Les gens ne venaient pas, ils étaient... Non, il y avait deux possibilités. Ouais. Soit c'était le spiromètre qui se déplaçait, on avait une équipe mobile qui se déplaçait dans les régions. Par exemple, en Algérie, on a fait les 5 centres, Alger, Oran, Constantine, etc. Et pour les gens de la région centre, par exemple, on les faisait venir en leur payant bien sûr le transport, l'hébergement, etc., etc., etc. Très bien. Donc c'est une très grosse opération, effectivement. Oui. Alors justement, par rapport à cette spirométrie, et donc la définition de la BPCO, donc c'était les critères cliniques, et si c'était BPCO, on considérait qu'il y avait dyspnée. C'était la différence entre bronchite chronique, Absolument. donc l'obstruction conférant la dyspnée. L'obstruction était... Mais ce n'était pas toujours juste, tu le sais très bien, Bernard, que la dyspnée peut parfois être soit négligée, soit pas très bien ressentie par les patients. Et donc, tous ceux qui ont été retenus, soit sur les critères cliniques de bronchite chronique, soit étaient convoqués et on leur faisait subir des spirométries. Très bien. C'est ainsi que, par exemple, en Algérie, nous avons eu à faire 310 spirométries. Et ça dépend des pays. Il y en a qui ont un peu plus. Au Liban, je ne me rappelle plus, Madame Koniski est là. Cette prévalence considère qu'il y a la spirométrie qui est comprise. Là. Ah non. Pas encore. On est bien C'est d'accord. C'est ça la le problème. définition D'accord. purement Donc ça risque de baisser. épidémiologique. Oui. D'accord. Voilà. Alors Yousser, tu vas pouvoir commenter. Oui. Non, mais c'est étonnant de parler d'une définition épidémiologique de la BPCO, mais enfin, vous êtes des connaisseurs, c'est une société internationale, donc vous avez raison. Et puis la Respiratory Medicine, c'est une revue qui rejette 80% des articles, donc c'est accepté. Mais c'est-à-dire, je pense que l'intérêt de ce travail sera de bien éclairer la dissociation entre symptômes et spirométrie. C'est-à-dire que vous pouvez avoir dyspnée sans avoir PPCO et avoir PPCO sans avoir tout et crachat et dyspnée. Et c'est là que ça va être intéressant dans votre travail. Non, je m'excuse. On sait bien que la corrélation n'est pas parfaite entre les symptômes et la spirométrie. Je suis entièrement d'accord, Yousser. Le problème n'est pas de dire que ces gens sont tous des BPCO confirmés par la spirométrie. La définition du GOLD est connue, c'est le spiromètre. Ceci, c'est une étude sur questionnaire à partir de call center, qui, sur la base d'un questionnaire comportant une centaine d'items, ont posé ces questions. Et il fallait que dans cette, premièrement, comme je l'ai dit, un premier questionnaire qui était un questionnaire de sélection, screening comme on dit, n'est-ce pas? Où on essaie de retrouver les critères définis tels que reconnus par la définition. Voilà. D'abord, le premier questionnaire, c'était un questionnaire général à toute la population. Et parmi ces gens, on identifiait les gens qui répondaient à notre définition. Il y avait une première analyse de ce questionnaire de sélection. Une fois ce questionnaire analysé, on avait un deuxième questionnaire qui était le COPD Interview, qui lui comportait des questions spécifiques à la BPCO, toujours avec une cinquantaine d'items, où on posait des questions sur la C'était 10, c'était 20. C'était 10. Celle recommandée par Gold. C'était 10. Et ce test, ce CAT était réadministré au moment où on en faisait la spirométrie, c'est-à-dire lorsque l'on voyait le malade en face de nous. Il était administré par téléphone et la deuxième fois, il était administré au patient directement par le technicien de spirométrie. Donc, une fois qu'on avait le questionnaire COPD, à ce moment-là, on excluait aussi ou on recrutait de nouveaux malades et à partir de là, on sélectionnait. C'était, si tu veux, une espèce de filtre qui permettait en entonnoir de sélectionner le plus de malades qui étaient susceptibles de faire l'objet d'une spirométrie.
et qui pouvaient, sur la base des spirométries, c'est ça la partie qui manque et qui est la plus importante, et que nous avons suggéré au groupe de faire, c'était de faire l'analyse de toutes les spirométries réalisées au cours de cette étude. Juste une petite remarque pour ajouter à ce que le professeur Nafti a dit. Comme c'est une étude épidémiologique qui voulait évaluer la prévalence nationale, donc elle ne pouvait pas être faite avec de la spirométrie. C'est très difficile de faire une spirométrie à très large échelle. Et les questionnaires qui sont mentionnés ici sont des outils épidémiologiques validés qui sont actuellement utilisés dans toutes les études épidémiologiques, et cette étude a été construite selon la même méthodologie qu'une étude qui s'appelle Survey of COPD in North America and Europe, qui a été publiée en 2002 dans le European Respiratory Journal. C'est la même méthodologie pour évaluer l'épidémiologie la plus représentative, comme on dit nationwide, c'est-à-dire qu'elle représente le taux de la prévalence dans tout le pays et non pas dans des populations très limitées. Donc c'est une étude purement épidémiologique. Maintenant, l'intérêt de l'article qui va sortir sur la spirométrie, c'est de pouvoir valider la définition épidémiologique qui a été faite par téléphone. Et d'ailleurs, le taux de participation à la spirométrie, juste pour démontrer qu'il est difficile de faire une spirométrie à très large échelle, la participation pour la spirométrie a été relativement faible. Je ne peux pas vous donner les chiffres parce qu'ils ne sont pas encore publiés, mais il a été relativement difficile de chercher les gens qui ont été choisis de façon aveugle pour participer à la spirométrie. Merci Salim. Bienvenue. Merci. Encore une fois. Merci. Je crois qu'il y a un problème, comme tu l'as dit, il y a un sous-diagnostic de la maladie, il y a une attitude thérapeutique qui n'est pas toujours adaptée. Est-ce que vous avez réfléchi à des mesures à prendre pour essayer de changer cet état de fait, en fait? Oui, très très bonne question. Comment changer les choses? Moi, je pense que pour changer les choses, il faut d'abord, il y a deux aspects. Il y a le volet médecin et le volet public. Le volet médecin, c'est il faut qu'il s'intéresse à la maladie, même si le malade ne se plaint pas de symptômes. Savoir chiffrer le tabagisme de chaque malade et de tout sujet qui est fumeur et qui a dépassé les limites, comme on dit, 10 paquets années, doit faire, même en l'absence de symptômes, l'objet d'une exploration fonctionnelle pour essayer de... Et puis, trouver... Plutôt, ne pas attendre les 10 paquets années, même plutôt pour tout fumeur qui, même s'il n'a pas des symptômes, essayer de lui faire des spirométries et d'essayer d'évaluer les dégâts bronchiques. Et la population, c'est la sensibilisation. C'est la lutte anti-tabac qui doit être bien sûr permanente, mais c'est aussi et surtout la sensibilisation des pouvoirs publics pour essayer de faire en sorte que les prix de tabac très dérisoires dans nos pays, que la consommation à tout âge de ce tabac est en vente libre un peu partout, qu'il faut qu'il y ait une politique anti-tabac absolument bien guidée, bien menée, et de sensibiliser les gens sur les dangers de ce tabagisme. Je pense que c'est, à mon avis, les deux aspects pour essayer de... Et puis former, la formation médicale, les gens, tu as vu combien de pourcentage de PPCO étaient correctement traités, moins de 10%, moins de 15%. Ça veut dire que c'est bien d'avoir des recommandations, encore faut-il savoir les utiliser et les appliquer. Et ça, c'est toujours le problème qui se pose à nous. Et pour le tabac, justement, où en êtes-vous de l'application des lois au niveau des aéroports, des bistrots, etc., des brasseries? Alors, en Algérie. En Algérie, tu sais, connais bien Bernard. Nous avons des lois et les lois les plus prolixes du monde. Nous avons un truc de législation anti-tabac comme ça. Malheureusement inappliqué. Parce qu'il n'y a pas les modalités d'application. Et jusqu'à maintenant, la politique a consisté à faire beaucoup plus de sensibilisation et d'éducation. Et moi, j'ai dit, j'ai répété, et je fais que ça actuellement, c'est qu'il faut qu'on passe à une vitesse supérieure, c'est-à-dire les sanctions. Il est temps d'arriver à sanctionner les gens, parce que si on ne fait pas cette action, ça fait 15-20 ans qu'on mène des campagnes de lutte anti-tabac, c'est vrai que le nombre d'ex-fumeurs a doublé, c'est vrai que les jeunes fument
un peu moins, mais que les filles fument un peu plus. Et le prix de la cigarette, il faut l'augmenter. Et il faut maintenant sévir dans le lieu public pour que l'on puisse arrêter cette épidémie. Si ça peut vous consoler, vous avez eu l'élégance de ne pas dire que cette étude a montré que le Liban avait malheureusement le plus haut taux de tabagisme. Nous sommes les champions dans le tabagisme dans toute la région. Les femmes libanaises sont les championnes dans le tabagisme de toute la région. Et il s'ensuit évidemment que nous avons une haute prévalence de la COPD ou de la BPCO au Liban et que nous peinons pour faire appliquer une loi qui interdit le tabagisme dans les endroits publics et qui, pour la première fois de l'histoire, a été votée à l'unanimité par le Parlement, mais nous peinons à la mettre en application, malheureusement. C'est une loi qui a fait un tabac. Pardon. Non, c'est une loi qui a fait un tabac, c'est une Qui a blague. fait un tabac, effectivement. Est-ce que c'est interdit dans les moyens de transport? Cette loi le prévoit. Cette loi Dans le les moyens de prévoit. transport. Et en Algérie, dans les moyens de transport. Parce que c'est... Dans les transports, c'est par la loi interdit. Oui. Dans les faits, non respecté. Parce que chez nous, en Syrie, ce n'est pas, il y a fine, c'est-à-dire si un conducteur fume, vous portez plainte, il paye une amende. Eh bien, c'est bien. Et c'est ça qui les arrête de fumer. Moi, je Mais pense ils que ne c'est fument ça. pas. Moi, j'entre dans n'importe quel moyen de transport, il fume, je lui dis, ça me dérange. Tout de suite, il le jette, tout de suite. Parce qu'il sait que je peux prendre... Merci. C'est très bien. D'autres remarques sur le sujet? Sur la BPCO, on a vraiment été dans les temps, ma chère coprésidente. On faut remercier le Merci. professeur Salim Nafti Merci. et tous les orateurs.